Le bref tintement de la cloche rompit le silence matinal, et une fine bande de lumière glissa sur la table du copiste, où reposait un objet simple qui faisait déjà vibrer les murs des villes, une lettre. Elle ne contenait ni or ni sceau, mais elle contenait un calcul de chemin, la douleur d'un étranger et une simple demande qui changeait les frontières. Je salue les spectateurs, je vous demande d'où vous regardez cette vidéo, je vous invite à l'écrire dans les commentaires et je vous souhaite une agréable écoute. Sienne se réveillait lentement. En l'an 1371, en été, les odeurs des cuves de teinture flottaient au-dessus des rues étroites comme de la vapeur, et sur la place du Campo, les hauts drapeaux des corporations s'étiraient vers le ciel. Matteo, le fils de la boulangère, écrivait sur du papier gris la confiance d'autrui et son espoir. On lui avait appris à aligner les lettres en rangées régulières, mais on ne lui avait pas appris que les lignes pouvaient mener les gens loin, là où les chapeaux noirs décidaient du sort des hommes. La plume dans sa main tremblait parfois lorsqu'il saisissait un changement de sens, et alors il retenait son souffle et répétait attentivement les derniers mots sur une page vierge, afin que le ton reste le même jusqu'à la fin. Il était payé pour sa minutie, mais peu. En revanche, à la fin de chaque semaine, il voyait qu'on apportait chez eux non pas de l'argent, mais de la farine. Les voisins savaient ce qui se passait et détournaient le regard en silence. La vie semblait insignifiante et compréhensible jusqu'à l'arrivée de Lucretia. On la connaissait comme la fille du teinturier qui aidait sa mère à faire la lessive dans la petite rivière. Elle disparaissait toujours à l'atelier des copistes sous prétexte de faire des courses, mais elle ne regardait pas l'encre, mais l'ordre des pensées. Parfois, elle corrigeait les erreurs dans la liste des marchandises du commerçant, et celui-ci grognait, même s'il utilisait ensuite ses calculs. Lorsque Lucretia posa pour la première fois sa main sur le bord de la table de Matteo et remarqua doucement qu'il manquait une précision dans le mot « sur le retour à Rome » pour que la lettre semble plus ferme, il fut surpris. Elle expliqua que le sens pouvait être renforcé en montrant d'abord son souci pour les villes, puis en demandant une décision. Elle n'avait pas de professeur, elle n'avait pas le droit de participer aux affaires, mais elle avait l'esprit clair. Elle répétait souvent que l'ordre des mots était l'ordre des rues et que si on les mélangeait, la bousculade commencerait. À partir de ce jour, Matteo lui montra ses brouillons. Il faisait semblant de s'intéresser uniquement à l'écriture, mais en réalité, il écoutait ses raisonnements. Lucretia était considérée comme simple, mais elle était déjà ce qu'elle allait devenir plus tard, une personne capable de concilier les motivations des autres afin qu'elles coexistent sans s'opposer. Les lettres étaient apportées à la maison de Matteo par le frère Tommaso, un moine de petite taille du monastère voisin. Il était sous-estimé dans la ville. On le considérait comme lent et maladroit, car il trébuchait toujours sur le premier seuil. Il ne discutait jamais quand on lui demandait de s'éloigner, et s'éloignait toujours. Mais il était aussi précis que l'ombre de la tour sur la place. Si on lui demandait de venir à une heure précise, il était là un instant avant que la cloche ne sonne. Tommaso racontait que dans des contrées lointaines, on tendait des cordes entre les villes et que des mains étrangères étaient prêtes à les couper si la lettre n'arrivait pas à destination. Matteo écoutait et pensait que c'étaient des contes, jusqu'au soir où il vit 2 mercenaires à la porte qui examinaient le sac du moine avec trop d'attention. Ils s'en allèrent, mais leurs regards s'attardèrent. Les lettres étaient dictées par une femme que beaucoup considéraient comme une sainte. Elle n'écrivait pas de la main, mais de la voix, car sa main était fatiguée à force de prier et d'aider les malades, tandis que sa voix restait claire. Elle disait que le monde pouvait être gouverné non par l'épée, mais par la parole. Elle disait que le pape devait retourner à Rome, car les villes sans maître commencent à se disputer comme des frères à qui on a enlevé leur père. Elle disait que la guerre pouvait être arrêtée si l'on donnait aux gens un sens commun plutôt qu'une peur commune. Ceux qui l'écoutaient riaient ou cessaient de dormir. Les lettres
était destiné à ceux qui ne dormaient plus. Un jour, un étranger entra dans l'atelier. Il ressemblait à un simple pèlerin. Son manteau était poussiéreux, ses bottes usées, et il tenait un bâton à la main. Il demanda s'il pouvait faire un don pour les bougies et posa une lourde bourse sur le bord de la table. Les pièces tintèrent bruyamment. Matteo leva les yeux et comprit que la bourse contenait trop d'argent pour un simple pèlerin. L'étranger remarqua son regard et dit en souriant que parfois, le Seigneur était généreux avec tout le monde, en particulier avec ceux qui écrivaient vite et proprement. Il demanda à ce que 3 lettres soient recopiées, une pour les seigneurs d'Avignon, une pour les savants de Florence et une pour un certain juge municipal. Il ajouta que dans ces lettres, non seulement les mots étaient importants, mais aussi le moment de leur arrivée. D'abord le juge, puis Avignon, puis Florence. Matteo acquiesça, mais ressentit un frisson à l'intérieur. Un ordre trop précis, une bourse trop lourde, un sourire trop facile. Lucrezia, qui entra un peu plus tard, remarqua immédiatement que l'étranger détournait les yeux de l'encre. Elle remarqua la forme de ses ongles, coupés courts, comme ceux qui sont habitués aux contes et aux plumes, mais pas à la route. Elle dit doucement à Matteo que les mains du pèlerin n'étaient pas faites pour le bâton, mais pour les plumes. Cela suffit pour que tout change. Un bienfaiteur inattendu était apparu, mais il n'était manifestement pas seulement un bienfaiteur. L'allusion était faite, mais pour l'instant, aucun des héros ne pouvait savoir comment cela allait se terminer. À partir de ce jour-là, les rues devinrent plus encombrées. Les rumeurs se répandirent. On disait que le pape hésitait et écoutait les voix insistantes. On disait que les marchands poussaient à la guerre, car la guerre nourrissait les caravanes. On disait que dans la ville, le juge menait des conversations secrètes dans ses appartements avec ceux qui venaient sans insigne. Matteo se souvenait qu'il y a de nombreuses années, un homme grand vêtu d'un manteau sombre venait souvent chez eux et apportait du pain. Sa mère souriait alors et disait que c'était un vieil ami qui aidait sans faire de bruit. Il partait tard et laissait derrière lui une odeur de vin raffiné. Quand Matteo a grandi, ses souvenirs se sont estompés. Il n'avait jamais demandé qui c'était. Maintenant qu'on lui avait apporté une lettre pour le juge, il demanda à Tommaso qui était ce juge. Celui-ci répondit que le juge s'appelait Marco, qu'il était un homme brusque mais juste, et qu'il avait un faible pour les soirées musicales où l'on jouait doucement et longtemps. Matteo eut un pincement au cœur. Dans leur ancienne maison, à cette époque, on entendait souvent de la musique douce. Il chassa cette pensée, mais elle resta présente dans son esprit. Pendant ce temps, Lucrezia apportait à Matteo non seulement des conseils, mais aussi de la nourriture. Elle disait à sa mère qu'un bol de soupe supplémentaire ne ruinerait personne. Sa mère la croyait. Dans la ville, il n'était pas habituel de parler ouvertement de qui aidait qui. Les gens avaient honte de leurs bonnes actions autant que de leurs mauvaises actions. Mais c'est précisément grâce à ces liens invisibles que les rues tenaient debout. Le premier coup dur vint avec un colis. En l'an 1373, un garçon de la guilde des teinturiers se faufila dans l'atelier et remit à Matteo un paquet sur lequel était apposé un signe ressemblant à un petit poisson. Il dit que c'était une commande pour le monastère et, sans se retourner, s'enfuit en courant. Matteo sentit que le papier à l'intérieur du paquet était étrangement élastique. Il déplia le tissu et vit un petit étui en bois, très soigné, lisse, comme s'il n'avait pas été conçu pour des mains rugueuses. Il souleva le couvercle et vit qu'il contenait une feuille vierge, mais sous celle-ci se trouvait une fine tige métallique solidement fixée. Lucrezia, qui se tenait à côté, remarqua un espace entre les feuilles, comme si quelqu'un avait caché une deuxième peau sous la première. Elle souleva délicatement le bord avec son ongle et en retira une fine pointe enflammée, imprégnée d'une odeur amère. Frère Tommaso jeta un coup d'œil et pâlit. Il dit qu'il avait vu de telles choses chez les mercenaires,
Si l'on tirait sur le fil, la poudre à l'intérieur s'enflammait et une vague de feu se propageait sur le bord de la table. Un colis ordinaire provenant de la boutique se transformait en menace. À ce moment précis, le genre changea. La ville semblait soudainement étroite, non pas à cause des gens, mais à cause d'une volonté étrangère. Un thriller quotidien avait déchiré le tissu tranquille. Ils ne firent pas de bruit. Tommaso dit que c'était un piège pour celui qui ouvrirait le paquet dans le monastère, où le papier était sec et où il y avait beaucoup de lettres dans la pièce. Il a dit qu'il fallait découvrir qui avait apposé la marque en forme de poisson. Lucrezia s'est souvenu que cette marque était apposée sur les tonneaux de peinture destinés à un client particulier. Un marchand florentin aimait que ses tissus soient ornés de poissons nageant sur le bord. Elle le savait parce qu'elle avait autrefois teint des bandes d'essai pour lui. La jeune fille proposa de ne pas aller au couvent, mais à la rivière, auprès de ceux qui lavaient les tissus. Là-bas, les gens aiment bavarder et il y a moins d'oreilles qui écoutent pour de l'argent. Ils s'y rendirent, portant en eux une peur qu'ils ne pouvaient montrer. Au bord de la rivière, les femmes se criaient dessus sans méchanceté, échangèrent des cuillères de sel et montraient immédiatement du doigt le maître qui venait de payer avec des pièces de monnaie ébréchées. Lucrezia décrivit le pèlerin, ses mains, ses ongles, sa démarche. L'une des femmes a dit qu'elle avait vu quelqu'un de similaire à l'atelier d'orfèvrerie. Il rendait un fourreau pour une poignée. À ce moment-là, il devint clair que l'inconnu n'était pas simplement un pèlerin, c'était quelqu'un qui avait de l'argent, qui connaissait les artisans et qui transportait avec lui les objets nécessaires. Il agissait comme un homme dont les affaires étaient liées à des lettres et à des décisions, et non à des prières, même si le masque du pèlerin était censé le cacher. Le soir de ce jour-là, Matteo se rendit chez le juge Marco. Il apportait la lettre que le pèlerin lui avait demandé de recopier et qu'il avait emballée séparément. Il décida de la remettre plus tard et de vérifier qui ouvrait la porte. Sur les marches se tenait un homme qu'il avait vu dans son enfance, le plus grand. Il avait les mêmes épaules droites et la même démarche mesurée. Le cœur de Matteo se serra comme une pierre. Il comprit qu'il regardait l'homme dont l'ombre avait habité sa maison pendant toutes ces années où l'on servait du bon vin à table. Le juge Marco accueillit le messager à la porte et lui dit que la lettre devait être montrée plus tard. Il ajouta qu'il aimait les soirées musicales et qu'il serait heureux de voir Matteo parmi les copistes, car les yeux des jeunes se fatiguaient moins vite. C'était une simple invitation, mais elle contenait une requête qu'il était impossible de ne pas percevoir, comme si quelqu'un avait soudainement reconnu quelque chose, mais sans le dire à voix haute. La parenté cachée n'avait pas encore été nommée, mais elle se trouvait déjà entre les mots. L'allusion était suggérée par la répétition des mêmes sons et des mêmes habitudes. Pendant que Matteo essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées, la nouvelle arriva dans la ville que la sainte femme était invitée à Avignon. On voulait lui montrer que ses paroles étaient loin, mais que les décisions étaient ici. Elle dit qu'elle irait, mais demanda qu'une partie des lettres soit envoyée sans interruption. Elle disait qu'il ne fallait pas lâcher les fils si la toile devait tenir. À cette époque, Lucrezia ne dormait presque pas. Elle se préparait à quelque chose que personne ne lui avait demandé, parler à des personnes plus haut placées qu'elle. Elle s'occupait des affaires des autres parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Son talent caché, contraire à son statut, devenait évident. Elle commençait à construire des phrases pour lesquelles les messagers étaient généralement payés. Elle le faisait par pure obstination. La nuit où le coffret revint à l'atelier fut la plus grande épreuve. Cette fois, le couvercle était légèrement ouvert et on pouvait voir de minuscules rayures à l'intérieur, comme si quelqu'un avait vérifié le mécanisme. Tommaso dit que c'était un signe de bienvenue. Celui qui avait envoyé le premier colis avait prévenu. La prochaine fois, tout serait droit. La ville était divisée en lignes que seuls ceux qui préféraient le pain à la politique ignoraient. Désormais, il n'y avait plus le choix.
Les piliers des héros vacillaient, mais une aide inattendue est venue d'où personne ne l'attendait. Un convoi en provenance de Florence s'est arrêté sur la place. Il était dirigé par ce même pèlerin. Il a retiré son manteau, laissant apparaître une solide pourriture sans un signe. Il a demandé à rencontrer ceux qui recopiaient les lettres pour la Sainte. Il parlait calmement, comme si tout était déjà décidé. Dans la petite pièce de l'atelier, où les murs écoutaient mieux que les gens, il sortit un autre porte-monnaie de son sac et dit qu'il pouvait rembourser les dettes de plusieurs familles si les lettres étaient rédigées comme il le jugeait nécessaire. Il expliqua qu'il voulait accélérer son voyage vers Rome et contourner ceux qui profitaient du retard. Il assurait que son aide était pure comme l'eau. Lucretia écoutait et remarquait les détails. Comment il posait le porte-monnaie sur le bord pour que les pièces puissent se renverser accidentellement. Comment il détournait le regard lorsqu'il prononçait le mot « générosité ». Comment il soulignait qu'il se souciait des familles et non de la ville. Elle comprit qu'ils n'avaient pas seulement affaire à un bienfaiteur. Ils avaient devant eux un homme pour qui la détresse d'autrui était un instrument. Il restait néanmoins un bienfaiteur inattendu. Il apportait des ressources et influençait le cours des choses d'un seul coup, et il était difficile de refuser. Mais Lucretia a proposé à Matteo de ne pas accepter toutes les pièces immédiatement. Elle a dit qu'il fallait prendre seulement celles pour les bougies et la plume, et le reste plus tard, si les lettres arrivaient. C'était un compromis qui cachait une tentative de préserver leur liberté. Pendant ce temps, Tommaso continuait à être une ombre. On ne le remarquait toujours pas sur la place. Il continuait à trébucher et à arriver avant que la cloche ne sonne. Il allait là où on ne le considérait pas comme dangereux. Il entrait dans les boutiques, où il examinait les étuis, et remarqua que l'un d'eux, à la monture en argent, était estampillé du même symbole en forme de poisson. Il reconnut l'artisan et apprit par ses apprentis que l'étui avait été commandé par un homme qui se disait marchand, mais qui payait comme un banquier. Tommaso découvrit que les colis étaient fabriqués dans le même atelier, ce qui signifiait que c'était la même personne qui tirait les ficelles. On le sous-estimait, mais il faisait exactement ce que personne d'autre ne pouvait faire, relier des faits mineurs entre eux. Tout à coup, tout a basculé. Le jour de la soirée musicale, le juge Marco a réuni chez lui des personnes dont les noms n'étaient généralement prononcés qu'à voix basse. Des lanternes le long des escaliers, des tapis moelleux dans le salon, une musique douce qui faisait oublier le temps. Matteo se tenait près du mur, tenant une copie de la lettre, et sentait les battements du cœur de sa mère résonner en lui. Il regardait le juge et voyait dans son profil la douceur moqueuse dont il se souvenait depuis son enfance. À un moment donné, le juge s'approcha et dit que parfois, le destin tournait en rond et que les garçons à qui on donnait du pain devenaient les hommes qui apportaient les lettres. Il ajouta qu'il ne voulait plus cacher une vérité simple. Autrefois, il avait aidé une veuve et de cette aide était née une vie dont il était prêt à assumer la responsabilité, mais il avait gardé le silence. Matteo comprit que cette parenté cachée n'était pas une invention. Le juge était son père. Mais ce n'était pas un salut inattendu. C'était un poids sur son cœur. Cela signifiait que la lettre pour le juge était le nœud qui reliait sa vie personnelle à celle de la ville. Il n'a pas pleuré, car la musique l'en empêchait. Il s'est simplement tenu droit et a attendu que la musique s'arrête. Le juge dit qu'il ne lirait pas toutes les lettres à la suite. Il commença par celle apportée par le pèlerin. Soudain, un bruit se fit entendre du côté de la porte. Un homme du convoi florentin entra dans la pièce. Il déclara qu'il devait assister à la lecture de sa lettre, car il était responsable financièrement de son contenu. Il expliqua qu'il n'avait pas donné cet argent par générosité, mais pour une cause, et qu'il voulait maintenant savoir si cet argent n'avait pas été gaspillé. La musique s'arrêta, les gens tournèrent la tête. À ce moment-là, Lucretia, debout dans l'ombre, comprit que l'heure était venue. Elle s'approcha de la table sans lever les yeux.
Elle dit que cette lettre ne concernait pas seulement le parcours de son père, mais aussi l'ordre des contributions au futur trésor public, et qu'elle contenait un point qui permettrait à une maison de commerce d'obtenir le droit de percevoir des droits de douane avant les autres. Elle rappela que le mot « souci » était répété 2 fois dans la lettre, mais que le mot « justice » avait été omis. Elle demanda à ce que les conditions de livraison soient lues à haute voix, mais sans les lire à haute voix, elle en expliqua calmement le sens. Sa voix était posée. Les gens écoutaient à contre-cœur, mais commencèrent à réfléchir. Elle, simple villageoise venue de la rivière, riposta non pas par la force, mais par la clarté. Ce fut le moment où un talent caché, opposé au statut social, fit tomber le mur. Elle ne demanda pas de place, elle se contenta de placer un miroir devant ceux qui avaient l'habitude de se cacher. La scène n'a pas dégénéré en bagarre, uniquement parce que le juge Marco a déclaré qu'il vérifierait tout et lirait les lettres dans le bon ordre. Tard dans la nuit, Matteo et Lucrezia sont retournés à l'atelier. Un nouvel étui les attendait sur la table. Cette fois-ci, il ne contenait pas de mécanisme, mais une courte note sur laquelle une main étrangère avait écrit 3 mots: ordre, rapidité, silence. À côté, il y avait un morceau de tissu avec un poisson dessiné dessus. C'était un défi et une menace. Ils comprirent qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps. C'est alors que celui que tout le monde considérait comme maladroit s'avança. Tommaso dit qu'il connaissait un raccourci à travers les arrière-cours où l'on pouvait remettre la lettre aux hommes du sein sans passer par les rues principales. Il ajouta qu'il connaissait les horaires des gardes aux portes et les habitudes des messagers. Il donna les dates et les heures exactes. Il proposa un plan dont dépendait le départ de la lettre le lendemain matin ou son interception. C'était son heure de gloire. La matinée commençait comme toutes les matinées. Les femmes portaient l'eau, les hommes ouvraient leurs boutiques, les moines sonnaient les cloches. Mais sous la surface, d'autres lignes bougeaient. La lettre de la Sainte devait être remise à un messager qui la transmettrait à ceux qui prenaient les décisions à Avignon. Le pèlerin rassemblait les gens à la porte, comme s'il préparait une bénédiction pour le voyage. Le juge se préparait à une audience où se déciderait le sort de plusieurs impôts qui servaient à nourrir les pauvres. Ce jour-là, tous les fils convergeaient vers un seul nœud. Tommaso conduisit Matteo et Lucrezia à travers la cour noire de la boulangerie, où des tabliers mouillés étaient suspendus à des clous. Ils marchaient d'un pas assuré, même s'ils trébuchaient encore. Ils savaient quelle pierre était instable et la contournaient à l'avance. Il leur montra le passage par lequel ils étaient l'an passé, sans être remarqués. Il les arrêta près du mur et leur dit qu'ils continueraient seuls, car le sac encombrant sur son épaule semblait plus familier aux gardes. Il demanda à Matteo de ne pas s'éloigner et d'attendre près du puits. Il partit en les regardant, comme regardent les gens qui cachent leur émotion. On le sous-estimait, mais à ce moment-là, tout l'espoir du petit atelier et de la grande requête reposait sur lui. À la porte, un convoi s'approcha du messager. Le pèlerin souriait, comme quelqu'un qui voit déjà les pièces dans les mains d'autrui. Il disait qu'il était prêt à payer le double si la lettre voyageait par son chemin. Il était entouré de mercenaires qu'il appelait la garde du convoi. Il riait assez fort. Les gardes se détournaient, car ils ne voulaient pas d'ennui. Personne ne discutait, car une dispute avec de l'argent est toujours perdue d'avance quand on a les poches vides. Tommaso est arrivé avec sa maladresse habituelle et a demandé, dans l'agitation, que le paquet soit placé dans la charrette contenant les tissus qui avaient déjà été contrôlés. On lui a fait signe de la main, car son visage n'inspirait ni crainte ni respect. C'était là sa force. Ce héros méconnu a fait un geste que personne d'autre n'aurait pu faire. La lettre partit discrètement, sans bruit de pièces de monnaie, sans cri. Lorsque le pèlerin comprit que le messager avait déjà franchi la porte, il jura, mais avec retenue. Il ne pouvait pas faire de bruit, car cela aurait attiré non seulement les gens,
mais aussi des oreilles indiscrètes. Pendant ce temps, des gens se rassemblaient dans la maison du juge. Lucrezia était venue avec Matteo, car elle voulait voir la lecture de ce sur quoi ils avaient travaillé. Le juge Marco commença par la lettre de la Sainte, qui parlait du retour à Rome. La lettre ne contenait pas de grands mots, mais une logique simple. Si le berger est loin, le pâturage se dispute. Si le berger est proche, la dispute restera, mais il y aura quelqu'un pour la régler. Il était dit que les villes se lassaient des mains étrangères et Rome du vide. Le juge lisait lentement, comme quelqu'un qui vérifie chaque clou d'un pont. Il disait que les arguments étaient clairs et que la ville devait les soutenir ouvertement. Il a reconnu que les lettres n'étaient ni une baguette magique ni une épée, mais qu'elles indiquaient la voie à suivre. Il a proposé de prendre la décision de surveiller les impôts afin qu'ils ne finissent pas dans les poches d'étrangers et de nommer des copistes responsables des copies des décrets afin d'éviter toute ambiguïté. C'était plus qu'un accord, c'était une tentative de changer les habitudes de la ville. Au moment où tout le monde était sur le point de se mettre d'accord, la porte s'est ouverte et un pèlerin est entré dans la salle. Ses bottes étaient d'une poussiéreuse, mais son manteau était propre, sans tache. Il a dit que la lettre de la Sainte avait déjà pris le mauvais chemin et a ajouté que c'était la faute des gens du juge. Il les a accusés de perturber la paix. Il parlait de bonnes intentions et d'enfants affamés nourris par les marchands. Il essayait de justifier sa générosité. Lucrezia regardait ses doigts et voyait qu'il serrait le bord de la table comme s'il était prêt à lancer quelque chose de lourd. Elle comprenait que cet homme n'était pas seulement motivé par l'argent. Il était animé par le ressentiment de ceux qui ont l'habitude de prendre des décisions dans l'ombre et qui n'aiment pas que celles-ci se dissipent. Le juge demanda quelle maison se cachait derrière cet homme. Le pèlerin hésita, puis cita un nom que tout le monde craignait dans la ville. C'était une maison qui prêtait de l'argent, même à ceux qui ne valaient pas un sou, mais qui reprenait ensuite plus qu'elle n'avait donné. La salle se refroidit. Tout le monde eut la même pensée. Si cette maison était derrière les lettres, cela signifiait que ses membres comptaient tirer profit du nouveau système de perception des impôts. Ce dont Lucrezia avait parlé se confirmait. L'inattendu bienfaiteur avait montré son vrai visage. Pour compléter le tableau, une femme âgée entra dans la salle. Elle n'appartenait pas à la noblesse. Elle apportait du pain dans un panier et demanda la permission de déposer pour la 3e fois de la nourriture dans la salle des copistes. Elle dit qu'elle voulait aider ceux qui avaient sauvé son fils de la dette. Les gens ont pensé que la femme s'était trompée de porte, mais elle s'est approchée du juge et l'a appelé par son nom, tel qu'on l'appelait dans le quartier populaire. Elle a raconté qu'il y a de nombreuses années, le juge venait chez la veuve et lui laissait du pain. Elle a dit que son garçon avait grandi et qu'il transportait désormais de l'eau au monastère. Elle a remercié le juge pour son aide passée et pour sa nouvelle prudence, grâce à laquelle le colis n'avait pas fait exploser la pièce. Elle a raconté qu'elle avait vu Tommaso retirer le clou métallique et que ses mains tremblaient, mais qu'il ne s'était pas laissé tomber. L'histoire de cette petite femme a confirmé ce qui était invisible. Un héros méconnu a obtenu la place qu'il méritait. La salle s'est mise à murmurer, mais pas de colère. Les gens se sont souvenus que leur ville reposait sur des actes dont personne n'attendait la gloire. Le pèlerin comprit qu'il était en train de perdre. Il tenta de reprendre le contrôle en disant qu'il avait une lettre pour le juge avec des conditions avantageuses. Matteo comprit qu'il s'agissait de la lettre qui avait été réécrite contre de lourdes pièces d'or. Il se souvint comment les mains du juge tenaient une coupe de vin dans leur maison lorsqu'il était enfant, et comprit qu'il ne pouvait pas rester là. Il s'approcha de la table et annonça que la lettre, outre des mots de paix, contenait un barème de droits de douane avantageux pour une seule maison. Il expliqua que cela était visible grâce aux répétitions, à la réorganisation habile des points et à l'absence du mot « justice ». Il n'accusait pas, il constatait. Le juge accepta de vérifier la lettre ligne par ligne. Cela signifiait que la décision ne serait pas rapide,
mais qu'elle serait juste. À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau. Un jeune homme de la guilde des teinturiers entra, le même qui avait autrefois apporté le dangereux coffret. Il tremblait comme un arbre dans le vent. Il dit qu'il avait transporté les colis marqués du symbole du poisson pour le compte de l'orfèvre, sur ordre du commis de cette même maison. Il désigna le pèlerin et dit qu'il travaillait pour lui par peur, car sa sœur était menacée par une dette. Il ajouta que cette nuit-là, il avait vu dans l'atelier d'orfèvrerie qu'on avait changé le motif sur les étuis. Le poisson avait été remplacé par un lys, comme si l'on voulait effacer les traces. Cette confession fit tomber le reste du masque. Le pèlerin resta seul, sans ombre. Il essaya encore de parler de son inquiétude, mais ses mots perdirent tout leur sens. Le juge Marco ordonna de transmettre les aveux au greffier et de trouver des témoins parmi les artisans. Il déclara que certaines affaires dans la ville ne pouvaient plus être traitées à huis clos. Il ajouta qu'à partir de ce jour, les copistes tiendraient un registre des dons étrangers pour les décisions municipales. Il apposa sa signature sur la première page de ce registre. C'était une mesure à la fois défensive et honnête. Il faisait exactement ce que la logique de la Sainte Femme demandait. Il rendait la responsabilité nominative. Ce n'était pas un coup d'épée, mais un retournement de table face à la lumière. Pendant ce temps, la lettre de la Sainte, que Tommaso avait envoyée discrètement, devançait les nouvelles. Elle échappait à ceux qui avaient l'habitude de transposer les décisions d'autrui dans leur registre. Elle parvint à un messager qui savait tenir parole. Il a dit plus tard que la lettre était arrivée sans bruit, mais qu'elle avait pesé comme un poids léger sur un plateau, alors que les plateaux étaient presque à égalité. Il a ajouté que ce petit poids avait retenu la grosse pierre. À Avignon, à cette époque, on discutait beaucoup, on regardait les cartes, on écoutait les gens vêtus de soie et les gens simples, puis on prenait une décision. La lettre de Sienne s'ajouta aux autres lettres et n'était pas la plus importante. Mais elle s'avéra être celle qui fit pencher la balance du bon côté. Peu après son départ, des mouvements commencèrent qui conduisirent au retour à Rome. Pas immédiatement, pas par miracle, mais par une série de petits revirements. À Sienne, entre-temps, cette partie de l'histoire s'était terminée. Le pèlerin n'avait pas été jeté dans la fosse, il avait été renvoyé chez lui, sous bonne garde, pour être jugé selon les règles. La femme au pain était retournée à ses occupations. Le jeune homme de la guilde des teinturiers a remboursé sa dette selon la liste honnête. L'orfèvre a continué à travailler, mais désormais, il notait chaque marque particulière dans un livre spécial qui était vérifié avec le greffier. Le juge Marco a reconnu Matteo, non pas comme un duc reconnaît un bâtard, mais comme un homme reconnaît sa dette. Il n'a pas cherché à détruire la vie d'autrui, il a simplement commencé à venir sans faire d'ombre, il a payé sa dette non par orgueil, mais comme un père ordinaire, et il a demandé à la mère de Matteo la permission d'être présent quand cela était possible. Ce n'était pas un miracle, c'était un simple choix. Il a compensé le passé par des actes et non par des mots. Lucrezia est devenue ce qu'elle était en réalité, une conseillère sans titre. On lui a demandé de vérifier la cohérence des lettres. Elle n'a pas été mise sur un piédestal, mais on écoutait ses paroles. Elle n'a pas épousé un riche marchand. Elle est restée vivre près de la rivière, où le linge, les pierres et l'eau parlaient de leur son simple. Mais quand il fallait dire où se cachait le profit dans un texte, elle indiquait soigneusement l'endroit, et la dispute s'éteignait. Son visage était fatigué, mais serein. Frère Tommaso était resté aussi maladroit. Il continuait à trébucher sur le seuil et arrivait sur la place un instant avant la cloche. Mais lorsque, lors de la fête des corporations, on lui apporta une simple coupe de vin et qu'on posa à côté d'elle un cahier dans lequel il devait inscrire les premières lignes du registre municipal des dons, les gens qui riaient auparavant baissèrent la tête. Il ne prononça pas de discours. Il se contenta d'inscrire la date en lettres, comme le lui avaient enseigné les règles du monastère. Le jour, le mois
et l'année 1376. Il nota les 6 premiers dons avec leur nom et leur montant. Ce fut une célébration discrète, mais claire, d'un héros méconnu. Matteo continua à recopier les lettres. Il aligna les lignes encore plus régulièrement. Parfois, le soir, il s'asseyait en face du juge et l'écoutait décrire la difficulté de la justice. Elle est toujours plus lourde que la commodité. Il ne s'appelait pas par des mots qui brisent les gens. Il se reconnaissait simplement comme des personnes entre lesquelles il existait un lien. Le lien caché devint ouvert, mais discret. Il ne justifiait pas les erreurs, il créait le devoir de faire les choses correctement à l'avenir. Un jour, une nouvelle arriva à la maison de Matteo. Le messager qui avait apporté la lettre de la Sainte était de retour. Il dit qu'à Avignon, on parlait du retour à Rome, non pas comme d'une victoire, mais comme d'une nécessité. Il ajouta que cette décision avait été prise à la majorité et que la voix de Sienne était parmi celles qui s'étaient prononcées en faveur. Il dit que là-bas, dans les salles de pierre, on avait vu dans la lettre non seulement une demande, mais aussi une simple liste de choses à faire. Ramener le tribunal, régler les taxes, nommer les dons de son nom. Il dit que les gens qui avaient entendu la Sainte Femme avaient mais remarqué qu'elle ne demandait pas l'impossible, mais qu'elle demandait de prendre ses responsabilités. Catherine de Sienne n'est pas venue à eux en armure, elle n'a pas amené d'armée, elle leur a donné des mots qui leur ont fait sentir la terre sous leurs pieds. Cela s'est avéré plus fort. La fin n'a pas été spectaculaire. Le soir, les lumières se sont allumées à Sienne. Lucrezia portait de l'eau, Tommaso regardait son cahier, Matteo écrivait calmement au bas de la page. Il savait que de nouvelles disputes et de nouvelles lettres les attendaient. Mais désormais, ils avaient un ordre dans lequel les rebondissements inattendus naissaient d'indices et non du néant. Une parenté cachée expliquait les vieilles ombres et leur donnait une obligation stricte pour l'avenir. Un bienfaiteur inattendu avait montré 2 facettes et la ville avait choisi celle qui n'était pas humiliante. Le talent caché contre le statut a prouvé que la clarté de la pensée ne demande pas de titre. Le héros sous-estimé n'a pas reçu de couronne, mais une affaire qui restera après lui. Le thriller quotidien à travers le colis n'est pas devenu une légende effrayante, mais une leçon. Vérifier les étiquettes, noter les cadeaux, prendre le chemin le plus court si le plus long est vendu. En l'an 1377, le pape s'est réellement rendu à Rome. Pas en un jour, pas en une seule décision, mais à travers une série de choix. À Sienne, il n'y a pas eu de salve d'honneur, ni de nouveaux cœurs. Les gens ont simplement remarqué que les lettres étaient désormais répondues et que les routes étaient plus directes. C'était là que résidait la justice. Elle n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat des mesures prises par des personnes qui n'avaient ni épée ni bannière. Elles étaient ordinaires, mais elles ont fait quelque chose qui est considéré comme extraordinaire. Elles ont joint le geste à la parole. Sur la table du copiste se trouvait une nouvelle feuille. Il fallait y exprimer sa gratitude à ceux qui n'avaient pas eu peur de nommer le prix de l'attention. Il fallait écrire sur le registre des dons, sur les gouttes de sueur des gardes, sur la légère trace laissée par les ongles sur le bord de la table du pèlerin, sur la vieille culpabilité de quelqu'un et la nouvelle responsabilité de quelqu'un d'autre. Il fallait dire en termes simples ce qui compose la ville. Les mains qui tiennent la plume, les yeux qui voient dans le texte un tournant habile, les pas qui marchent dans les cours silencieuses, le pain qui est apporté sans bruit, la lettre qui change les gens, et c'est ce qui s'est passé. D'abord un mélodrame sur le pain, le devoir et un vieil ami, puis un glissement vers l'angoisse avec une feuille blanche et une pointe de fer, puis la clarté sociale avec des registres ouverts et des noms cités. Et pour finir, une catharsis sereine où aucun cas n'a comblé le vide, mais où chaque décision a trouvé sa place. La ville est devenue plus forte, non pas parce que quelqu'un a gagné, mais parce que beaucoup ont cessé de cacher la vérité entre les lignes.
Et le souvenir de cette femme sainte, qui a fait bouger les papes et les villes par ses lettres, n'est pas resté gravé dans l'or sur les murs, mais dans l'habitude d'écrire plus clairement et de vivre plus sereinement.